Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturales. Intersanskritic Ascharya. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode interview de Surprise interculturelle. Je profite d'une petite escale à Paris pour retrouver quelqu'un que j'apprécie énormément, mais que j'ai malheureusement rarement l'occasion de voir. Comme vous le verrez sans doute, ce n'est pas faute d'avoir de très nombreuses passions communes, de l'éducation à l'international en passant par les chapeaux, la pâtisserie ou encore la Bretagne. On va donc avoir plein de choses à se raconter. Allez, il est temps de vous dévoiler mon invité du jour. Bonjour, Solène Boquillon-Le Bonjour. Mes auditeurs et auditrices habituels savent que j'aime pas trop présenter moi-même mes invités. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, s'il te plaît? En quelques mots, alors donc je suis Solène. Solène, c'est un prénom breton. Et donc je suis comme toi originaire de par mon père des Côtes-d'Armor. Je suis maman de 3 garçons avec option jumeaux. Et j'ai d'abord eu une carrière à l'international de DRH chez Shell qui m'a fait voyager en Europe, en Asie, en Afrique. Avant de fonder, il y a 7 ans, SoftKids, qui est une entreprise qui vise à développer les compétences psychosociales des enfants, qu'on appelle aussi soft skills. Donc, ce que j'aime dire, c'est que je prépare les enfants au monde de demain en cultivant leur confiance en eux, leur esprit critique, leur accueil des émotions, leur résilience, etc., etc. Voilà. On parlait de l'international, j'aimerais bien qu'on approfondisse ça, mais avant, j'aimerais bien revenir bien en arrière. Ouais. Quand tu étais enfant et ado, quelle place avait la diversité culturelle, l'international, et peut-être même la culture de manière générale dans ta vie? Pas une place énorme parce que moi j'ai grandi dans les Yvelines en bordure de forêt et en fait, je pense qu'à cette époque-là, on n'était pas éveillé à l'interculturel. Par contre, j'ai toujours eu dans mes classes des élèves qui venaient de milieux culturels différents du mien, et je pense que j'ai toujours été assez curieuse et on va dire inclusive. Puis je me rappelle quand j'étais petite, dans nos voisins, on avait des Espagnols, on avait des Portugais, et du coup ça parlait espagnol, portugais, etc. Et je trouvais ça assez fun. Et surtout pour la diversité culinaire. Ben, oui, j'ai parlé de la pâtisserie, je pense qu'on peut parler plus large de nourriture. Mais oui, donc en fait, finalement, oui, il y avait de l'interculturel et il y avait de l'international autour de toi, même si c'était pas du voyage et aller à l'étranger, c'était au moins, dans la vie de tous les jours, infusé un peu partout, quoi. Et du coup, ça a été une décision délibérée de travailler avec l'international ou ça s'est fait, en fait? Non, ça s'est fait par pur opportuniste. Et au début, en fait, je pense que je m'étais jamais dit que j'allais travailler à l'international. Pourquoi? À cause de la barrière des langues. Parce que moi, l'espagnol, ça allait, même si j'ai toujours eu besoin de faire des cours. Et puis quand même, faut que je le dise, j'ai une de mes tantes qui est espagnole. Mon oncle est marié à une espagnole. Ça vraiment beaucoup. Moi, c'est le Mexique. Mais... Et donc, du coup, j'ai allé en vacances chez mon oncle et ma tante à Pamplonne. Donc, en espagnol, ma tante me donnait souvent des cours parce que j'avais pas le niveau. Et en anglais, c'était la catastrophe. Je pense c'est peut-être dû au fait que mon prof d'anglais de 6e m'a balancé le livre d'anglais dans la figure un matin. Et je pense que ça m'a peut-être pas... C'est peut-être les soft skills des profs qu'il faut développer plutôt que celles des Ça m'a peut-être pas mis en joie pour aller à ces cours d'anglais, et du coup ça a été un peu toujours une bête noire.
Et au lycée, ma prof principale, qui était aussi ma prof d'anglais, avait dit à mes parents, oh là là, mais Solène, l'anglais, elle est trop nulle. Et du coup, j'ai la même histoire avec les maths en 4e. En fait, j'ai toujours eu des profs qui m'ont expliqué que j'étais trop nulle. Enfin, voilà. Et entre la première et la terminale, mes parents m'avaient inscrit au CNED tout l'été. Donc tout l'été, je me suis tapé l'anglais, machin, etc. Je reviens en terminale à la rentrée, puis je dis à la prof, je dis ah là là, j'ai travaillé tout l'été au CNED comme vous l'avez recommandé de la part de mes parents. Et je dis ah, j'ai réussi à avoir des 13 et des 14. Avec elle, j'avais que des 7 et des 8. Et là, elle me dit bah oui, enfin bon, le CNED c'est facile. Et du coup, j'avais un peu mis le truc entre parenthèses parce que la prof m'avait dit oui, enfin bon, t'es nul, c'est facile, enfin voilà. J'avais ce que j'essaye de développer chez les enfants aujourd'hui, hein, mais j'avais un fixed mindset et moi j'essaye de développer le growth mindset, c'est-à-dire un état d'esprit fixe où on se dit je suis nul et je vais pas y arriver. Et en fait, quand je suis arrivée chez Shell, j'ai découvert qu'il y avait ce growth mindset, cet état d'esprit, et on se dit je vais y arriver. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une opportunité d'entretien chez Shell et je savais que la moitié de l'entretien était en anglais. Et donc, j'ai appris par cœur plein de phrases en anglais. Et j'ai réussi à rentrer chez Shell. Et je leur avais dit quand même, l'anglais, c'est pas mon truc. Et là où ils ont été très conciliants, c'est que dès que je suis arrivée, j'étais alors même en période d'essai, j'ai tout de suite eu des cours d'anglais. Génial. Et donc, j'ai eu, chez Shell, j'ai eu 2 ans de cours d'anglais. Ils m'ont envoyé 3 fois en immersion. Et en fait, t'es obligé dans cette boîte de parler tout de suite en anglais. Et donc, je sais que la première année, j'assistais à toutes les réunions et je posais mes questions par écrit. La deuxième année, j'ai commencé à vraiment parler. Et à la fin de la deuxième année, je me suis retrouvée RH des stations-service de Shell France. Et je devais présenter une grosse réorganisation à un DG anglais où il fallait faire une présentation. Donc en fait là, t'es en mode j'ai plus le choix. Ouais. Et je pense que le truc qui m'a réconcilié avec la langue, c'est la chiclite. Donc je sais pas si tu connais, c'est la littérature anglaise féminine. Histoire d'amour. Et j'ai lu tous les accros du shopping en anglais. Ok. Et c'est comme ça que je me suis réconciliée entre guillemets avec la langue. Et après, j'ai commencé à lire, à regarder toutes les séries en anglais. Et j'ai une carrière internationale. Je suis bilingue. J'ai un accent de vache espagnol en anglais, mais comme je me à le dire et j'en ai parlé plusieurs fois sur LinkedIn, c'est pas grave. En fait, les seules personnes qui m'ont toujours fait des reproches sur mon anglais, c'est les Français. Ah mais je le dis la même chose. Jamais un étranger m'a fait. Enfin, j'ai travaillé avec je ne sais pas combien de nationalités. On m'a toujours dit, mais au moins tu parles plusieurs langues, on te comprend, on te comprend, tu nous comprends, c'est ça l'important, quoi. Ouais. Donc ne désespérez pas, c'est pas parce que vos enfants sont pas bons en anglais ou que vous êtes pas bon en anglais qu'il peut pas y avoir un déclic. Parce que moi, clairement, le déclic, je l'ai eu à 26 ans. Et à 30 ans, j'étais bilingue et je voyageais à l'international, quoi. C'est pas, voilà. Ça me fait penser à... J'ai eu mon père sur le podcast la saison dernière et il racontait son entretien d'embauche chez Unilever, qui est donc une boîte internationale, multinationale, etc. Et où le patron lui avait dit et l'anglais, et lui avait dit je parle pas anglais. Donc, c'est pour ça que je viens chez vous pour apprendre en fait. Et effectivement. On est parti en Australie, mes parents parlaient pas anglais à peine. On est parti en Espagne, c'est moi qui donnais des cours d'espagnol à mon père l'été avant de partir. Donc, mais c'est vraiment ce que tu dis, le growth mindset. En fait, c'est pas parce que je sais pas là que je saurais jamais. Voilà. Et d'être en immersion, etc., ça aide énormément. Et du coup, t'étais en RH. Qu'est-ce qui a fait que t'as choisi d'étudier? Donc, t'as fait des études. J'ai fait des études de droit. Et en fait, moi, au départ, ce que je voulais être journaliste politique. Ok. Ou la Anne Sinclair. Ok. Il y a eu des changements d'orientation. Voilà. Et donc, je me suis dit, je vais faire droit pour aller faire Sciences Po. Et en fait, moi, j'ai toujours travaillé pendant mes études, moins 20 heures par semaine, etc. Et c'était quand même très difficile de travailler 20 heures par semaine, de faire ses études, d'avoir des super notes. Enfin voilà, et donc je travaillais au printemps, je faisais La Voix du soir et Le Standard.
En fait, c'était La voix? 17 nous informons nos estimables clientèle que le magasin ferme ses portes. C'est la version commerce de la speakerine C'est ça. de la radio. Et puis, je faisais le standard et c'était très bien parce que ça me permettait de réviser mes cours, quoi. C'était le super job pour réviser. Et il se trouve que en licence, donc le standard était juste en face du bureau de la DRH. Et en licence, la matière qui me plaisait le plus et que je trouvais la plus vivante, c'était le droit du travail. Ok. Et donc je lui ai demandé si elle voulait bien me prendre en stage pendant l'été, alors qu'à l'époque, j'avais même pas besoin de faire un stage. À la fac, il y avait aucune obligation. Mais je me suis dit ouais, j'ai envie de creuser un petit peu ce truc. Et donc j'ai fait un mois et demi de stage, ça m'a beaucoup plu. Et après, en fait, ils m'ont embauché en temps partiel, donc mes 20 heures de standard se sont transformées en 20 heures au RH, Ok. où et alors que j'étais encore en maîtrise et en master, etc., où j'ai commencé à travailler sur le plan de formation, et donc j'ai travaillé tout en faisant en ressources humaines, tout en faisant mes études. C'est marrant le nombre de carrières qui commencent comme ça. Oui, J'ai rencontré énormément de personnes qui me disent en fait c'était pas ce que j'avais prévu de faire, puis mais ça s'est fait comme ça et en fait ça m'a plu et du coup j'ai. T'as une appétence pour un sujet, ça se passe bien. En plus, moi, j'adorais tout ce qui était négociation, parce qu'à l'époque, j'étais standardiste, je travaillais et en plus, j'étais élue étudiante nationale. Ok. Donc, Ça veut dire quoi? j'étais représentante auprès du ministère. Par exemple, j'ai travaillé sur la réforme licence master doctorat. J'ai négocié avec Fillon, de Robien, Luc Ferry, des réformes universitaires. Donc, en fait, j'avais un agenda extrêmement chargé. T'as toujours eu en fait, t'as toujours été à 200% quoi. Voilà, et ce qui fait que c'est difficile aussi de cartonner quand tu travailles. Et moi j'ai passé en fait quand j'ai eu mon master, j'ai mis 6 mois avant de trouver un taf, mais j'ai mis aussi 6 mois à dormir parce que j'ai sur mon année de maîtrise et de master, je dormais 4 heures par nuit. Des fois, j'allais, parce qu'en fait, quand tu es élu national, tu représentes toutes les universités. Donc, j'ai fait le tour de France de toutes les universités. J'ai eu de la chance, j'ai toujours eu des enseignants qui étaient extrêmement bienveillants, parce qu'en fait, ils savaient que j'étais élue aussi au conseil d'administration de l'université, etc. Et donc, souvent, ils me demandaient quand est-ce que j'étais là pour mettre les dates de partiel, quoi. Ah oui, quand même. Donc voilà, j'ai eu des profs qui étaient très bienveillants par rapport à la situation, quoi. Et donc après, tu te retrouves chez Shell. Il y a peut-être eu des étapes entre deux. J'ai travaillé au Crédit Agricole, Calion, la banque d'affaires du Crédit Agricole, dans un moment très très difficile pour l'entreprise parce qu'en fait, Crédit Agricole et Crédit Lyonnais avaient fusionné. Et en fait, il y avait un énorme clash de culture d'entreprise. Ouais, j'allais t'en parler. Et c'était très dur. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer parce que déjà les gens entre eux ne se parlaient pas. C'était moi, je suis un Crédit Agricole, moi, je suis un Crédit Lyonnais. Je pense qu'ils n'arrivaient pas à faire monter la sauce pour avoir une vraie culture d'entreprise. Et du coup, c'est pas un moment très joyeux, l'intégration, etc. J'ai trouvé ça très difficile et donc quand j'ai eu cette opportunité de postuler chez Shell, je l'ai prise, quoi. Et du coup, ces premiers pas à l'international, tu te rappelles de surprises que tu as eues? Tu sais, je demande souvent des anecdotes aussi de mes invités, de surprises interculturelles. En fait, les surprises au début, j'ai pas eu. J'ai eu. On va dire, ça a été crescendo. Ouais. Parce que au début, donc moi, j'étais sur Shell fonctionnait en ce qu'on appelle les clusters. Ok. Donc déjà, moi, je dépendais de Retail, donc les stations-service Europe. Et à l'intérieur de Retail Europe, il y avait le Benelux, donc Belgique, France, Hollande, Luxembourg. Oui, ok. Donc, je faisais mes réunions Europe avec VP Europe, tous mes homologues européens. Donc là, ça va, pas trop de différences culturelles. On faisait une grosse réunion par an, on se retrouvait tous, donc ça allait. Mon premier vrai choc, c'est quand je suis passée de Retail Benelux à responsable
Europe des activités commerciales. Ok. Et là, en fait, je me rappelle la première réunion avec les commerciaux hollandais. Et donc moi, j'étais là en train d'RH. Et là, le manager, pendant 2 heures, il s'en prend plein la poire. Mais cette année, t'as été nul. Tu ne nous as pas aidés sur nos objectifs. T'avais dit que tu ferais ça, tu l'as pas fait. Et moi, j'écoute le truc et je me dis, mais en fait, on est en pleine insubordination. Enfin, d'un point de vue français, Ouais. La plupart des gens qui sont ici doivent avoir un blâme parce qu'ils parlent mal à leur manager, quoi. Et puis, j'arrive à la fin et je me rappelle, le manager, il s'appelait Claude, et puis je lui dis, ah, mais ça va, quand même, C'était ils ont violent. été durs avec toi, c'était violent, quoi. Je fais, bah, non, ça s'est très bien passé. Et en fait, il m'explique, bah, quoi, on se dit les choses. Ouais. Et c'est vrai que, et en même temps que j'ai eu ça, je suis passée sur un management hollandais. Donc, mon manager était hollandais. Et en fait, les Hollandais, ils ont ce truc de, bah, si ça va pas, on se le dit. Et il n'y a pas de, on n'enrobe pas, t'es pas content, tu le dis, ça va pas, tu le dis. Et c'est vrai que au départ, j'avais trouvé ça très bizarre. C'est une culture beaucoup plus explicite. Voilà. Ouais. Et puis après, mon deuxième grand choc culturel, dont je parle beaucoup parce que ça a en lien aussi avec la famille et avec un petit peu ce mindset français où il faudrait séparer le travail du familial. Et ce que je n'ai pas du tout vécu chez Shell, parce que donc c'est une culture anglo-néerlandaise et plutôt néerlandaise où la famille est très importante. Enfin, au bureau, moi j'allais à Rotterdam pratiquement toutes les semaines. À 17h, il y a plus personne sur les bureaux parce qu'on rentre chez soi pour s'occuper de sa famille, faire du sport, etc. Et mon deuxième grand choc, c'est en 2013. Donc là, je prends le poste de DRH en charge de la stratégie des centres de services partagés. Donc, c'est toutes les activités les plus transactionnelles de l'entreprise. C'est 15 000 collaborateurs en Pologne, à Glasgow, à Cape Town, à Manille, à Kuala Lumpur, à Chennai, à Bangalore. Donc là, c'est un truc beaucoup plus large. Et du coup, j'étais sur des fuseaux horaires très larges. Et donc, je me rappelle, ma première semaine, j'ai un rendez-vous le matin à 9h, où on était plusieurs, et là, il y avait une vice-présidente monde anglaise, et pour elle, il était 8h. Ah. Et elle commence à nous dire à 8h15, elle commence le début de la réunion, et elle dit, désolée, je pars 15 minutes, je vais déposer mes enfants à l'école. Et là, je me dis, dans ma tête, quand même, elle est chiée, elle se barre comme ça. Et donc, elle revient après la réunion. Et le soir, j'ai une réunion avec Kuala Lumpur et tout. Et pour Kuala Lumpur, enfin, c'était pas le soir, c'était plus tard, il était 21h. Et là, j'ai une collègue qui dit, bah, désolée, je suis en train d'allaiter mon bébé. Vous allez peut-être entendre des bruits. Et moi, attends, elle est chiée, elle peut pas... Et en fait, avec le recul, je me suis dit, on est sur une équipe internationale, chacun essaye de s'adapter, de trouver le bon équilibre. On peut pas toujours tout imposer, c'est compliqué. Et en fait, j'ai commencé petit à petit à déconstruire tout ce mindset français où il faut qu'on n'ait pas d'enfants, il faut qu'on n'ait pas... Et après, en plus... j'appelle ça ma joyeuse équipe où on est encore, je suis partie il y a 7 ans, on est encore sur un groupe WhatsApp, on se fait tous leurs anniversaires. Là, j'ai encore reçu un message de ma boss qui était singapourienne qui me dit je suis à La Haye en janvier, est-ce que tu peux venir? Donc je vais aller la voir, etc. Donc on est restés très tous ensemble. Et en fait, quand on avait nos réunions d'équipe, on entendait le chien de ma boss qui aboyait, le bébé de machin, et c'était un peu une joyeuse tribu qui faisait en sorte de faire avec les aléas des uns et des autres. Mais c'est marrant, j'en parlais. Donc là, j'étais en Inde et j'étais réunie avec c'était le mariage d'une amie qui est chanteuse et avec laquelle j'ai travaillé sur le projet Lyra, le projet musical de mon ONG. Et on était plusieurs de l'équipe. Et on parlait avec Pierrot Droual, qui est un des musiciens également. Et en fait, on se faisait le commentaire que parfois c'est plus facile de bosser avec des gens d'autres cultures parce que tu pars du principe qu'il va y avoir des différences.
Alors que travailler avec ton voisin de quartier, t'intègres pas le fait qu'il va y avoir des différences. Ouais. Et du coup, des fois, c'est presque plus facile Oui, quand il y a parce des que plus grosses différences parce que tu t'y attends et tu t'y prépares et tu mets en place des systèmes pour. ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que tu t'y prépares. Mm. Enfin, nous, chez Shell, déjà, on faisait des lunch and learn diversité et inclusion, où chacun venait expliquer sa culture. Et en fait, tu fais un exercice explicatif que tu ne vas pas forcément faire pour les Français, mais moi, du coup, maintenant, je le fais. Je te donne un exemple. 3 premiers mois à travailler avec les Indiens, je pète un câble. C'est-à-dire, je leur demande des trucs, ils me disent oui, là, en secouant la tête, et en fait, il ne se passe rien, quoi. Donc, à un moment, je leur ai expliqué, écoutez, moi, si je vous demande ça, c'est parce que j'en ai besoin pour le comité de direction, le machin, etc. Vous me dites oui, vous le faites pas. Je vous explique dans ma culture. Ça veut dire que vous n'avez aucun respect pour moi et que ce que je vous demande n'a pas d'intérêt et dans ma culture enfin vous auriez un blâme parce que je suis quand même votre d'un niveau hiérarchique au-dessus du vôtre et vous en fait vous dites oui parce que vous voulez pas me perturber alors que vous pouvez pas faire le truc. Donc dans ces cas-là, vous me dites vous pouvez pas le faire. Donc en fait, j'ai fait des explications de texte, pareil. Je m'y attendais pas, mais les Polonais, dès que j'arrivais, c'était on se fait un câlin et tout, hug, nana, et il fallait toujours leur dire ce que t'as fait, c'est génial. Et donc là, j'ai eu plusieurs collaboratrices polonaises, et à chaque fois je leur disais, écoutez, en fait, en France, on vous dit c'est génial quand vous avez fait un truc vraiment au-dessus de ce que vous devriez faire. On vous dira pas c'est génial pour le job du quotidien. Donc en fait, si je vous dis pas que ce que vous faites c'est génial matin, midi et soir, c'est parce que moi dans ma culture, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ça retire presque de la valeur à quand il y a vraiment un truc génial. Voilà. Tu te dis si je te le dis tout le temps, quand il y a vraiment un truc, ça n'aura plus la même. Voilà. Et en France, en fait, on se fait pas des câlins quand on arrive au travail. On fait pas hug. Ça me perturbe, c'est pas possible. Et donc en fait, j'ai fait cette explication de texte sur les uns et les autres. Et je sais qu'on a fait. Moi, je suis formée à une méthodologie qui s'appelle Cantor sur la dynamique des équipes. Ok. Sur comment on fonctionne. Et je me rappelle, on avait tous eu ce que j'appelle les haha moments, parce qu'on avait notre collègue Martina, qui était hollandaise. Tout le monde pensait qu'elle était tout le temps contre tout, comme je l'ai expliqué, parce qu'elle disait. Et en fait, avec cette méthodologie, on a vu que c'était pas une opposeur, c'était une bystander, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui avait besoin de processer ce qu'on lui avait dit, de voir si ça allait marcher, d'avoir un pour et contre. Avant de dire oui, je suis ok pour faire ça. Et juste le fait en fait de faire ce travail explicatif de comment les uns et les autres fonctionnent a fait qu'on s'est dit bah non en fait Martina finalement c'est pas l'empêcheuse de tourner en rond quoi. C'est juste quelqu'un qui a besoin de plus de temps. Qui a besoin de temps pour. Voilà. Et j'ai trouvé ça très intéressant en fait d'aller un petit peu fouiller dans le mode de fonctionnement des uns et des autres. Et c'est vrai que moi, ça m'a ouvert à la diversité culturelle. J'ai lu Erin Meyer qui en fait explique tout ça et je trouve ça dommage en fait qu'on s'intéresse pas plus au mode de fonctionnement des uns et des autres. C'est clair. Pour moi, l'interculturel, c'est une excuse pour parler d'interpersonnel en fait. Oui. Les différences de chacun et c'est toujours plus facile de dire t'as vu dans tel pays ça marche comme ça. Mais du coup là ton voisin, ton collègue, tu lui as demandé pourquoi ce que ça voulait dire pour lui ça d'arriver en retard parce que effectivement on en revient quand même souvent à des notions de ça veut dire respect ou manque de respect quand même sur pas mal de choses. Mais oui c'est passionnant. Bon alors du coup après Shell t'as décidé de te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est en fait, je pense que j'ai toujours voulu entreprendre. Je me rappelle quand j'ai eu mon master, je montrais ma boîte de consulting. Et je pense que pendant des années, j'ai assouvi mon besoin d'entreprendre dans l'associatif. Ok. Donc j'ai toujours été en fait, j'ai été élue étudiante, puis après j'ai toujours été dans des assos. J'étais présidente d'une crèche parentale associative. J'ai été secrétaire générale des Digital et Design Allies, une association qui promeut la mixité dans la tech, cofondatrice du collectif Women and Girls in Tech. Enfin voilà, et du coup, dans un premier temps, je pense, j'ai géré des assos avec des budgets. Enfin, par exemple, la crèche, c'était 400 000 € de budget annuel, 9 salariés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que chez Shell, je commençais un petit peu à tourner en rond et puis j'y suis quand même restée 13 ans. Hein. Ouais. Et à un moment, le côté waouh de la grosse boîte où tout est possible, etc., a commencé à être un peu moins waouh. Ok. Il y avait des choses qui me déplaisaient. En fait, humainement, mon équipe était géniale, elle était top, j'aurais pu rester plus longtemps, mais en fait, sur la stratégie de l'entreprise, il y avait des choses sur lesquelles je n'étais plus en accord, qui n'allaient plus avec mes valeurs. Et j'avais tout le temps des idées d'entreprise. Toutes les semaines, j'avais une idée d'application. Alors, parmi les idées d'application, je voulais lancer une application pour les femmes qui voyagent à l'international. Ok. Parce que tu dois connaître ça, mais quand tu débarques à minuit à Manille Ouais. et que t'es toute seule, tu te dis quel taxi je dois prendre. Enfin, et en fait, je voulais monter une plateforme qui donne toutes les guidelines, qu'aurait eu des taxis women's friendly. Enfin voilà, c'était une des C'est ça, tu vas pas premières faire ça marche. idées. Et en fait, je me rappelle, j'avais reçu un mail d'une plateforme sur laquelle j'étais inscrite de femmes leaders qui disait qu'il y avait une boîte qui se lançait là-dessus. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, et j'en suis vraiment revenue. Hein. Je me disais, si tu montes une boîte, il faut que ce soit un truc qui n'a jamais existé, qui est nouveau. Et donc voilà. Et donc j'y avais tout le temps. Et puis je commençais vraiment, comme j'étais présidente de la crèche parentale associative, à m'intéresser à pas mal de choses sur l'éducation. Et j'avais une de mes potes qui était expat en Italie. Elle avait suivi son mari, elle avait pas grand-chose à se faire, elle s'ennuyait un peu. Et du coup, je lui ai envoyé plein d'idées et elle a vérifié si le truc existait ou pas. Génial, ok. Et à un moment, on a commencé à se dire, mais attends, en fait, il y a rien qui existe pour expliquer aux enfants la politesse, le savoir-vivre, le savoir-être. En fait, il y a plein de choses pour les maths, le français, etc. Mais il y a rien sur le savoir-être. Il faut savoir que Shell avait un peu changé ma vie avec les soft skills parce que j'avais été recrutée uniquement sur ma persévérance, ma capacité à travailler avec les autres et ma capacité d'analyse et de synthèse. Ah oui. Quand on a l'entretien chez Shell, en fait, il n'y a pas d'entretien technique sur tes compétences techniques. On va tester est-ce que tu es capable d'aller au bout d'un projet, comment tu t'organises. Sur des mises en situation, en fait. On va te demander d'élaborer, d'expliquer des moments, mais de manière extrêmement précise. J'ai dû travailler sur ce projet, il y avait tant de personnes, il y avait un tel avec qui c'était compliqué, donc du coup, je me suis adaptée en faisant ça. Et t'as une question d'analyse et de synthèse où tu prends un sujet, on voit comment tu le décortiques et si t'as une pensée en arborescence ou une pensée. Génial. C'est super intéressant. Voilà. Et donc, quand je suis arrivée chez Shell, j'avais 12 soft skills indispensables que je devais développer, qui allaient du gros mindset à l'esprit critique, à savoir influencer les autres avec intégrité. Je vois pas ce que c'est. Voilà. Et tous les ans, tes soft skills étaient évalués par des pairs et tu avais des niveaux que tu devais débloquer. C'est génial. Et donc j'ai commencé en fait à développer toute cette partie-là et puis aussi le truc qui a fait que ça m'a complètement débloqué en termes de growth mindset, c'est que je me suis retrouvée à la fac, j'étais une élève à la fac pendant toute ma scolarité qu'on aurait classifiée de moyenne parce que je choisissais ma matière, mes batailles. Et en fait, avec mes soft skills chez Shell, je me suis retrouvée classée au potentiel.
Et j'ai bougé de poste tous les 2 ans en 13 ans, quoi. Et j'ai très, très vite gravi les échelons. Et donc, en fait, ce qui était important, c'était mes compétences humaines. C'était ma capacité à collaborer, c'était ma capacité à avoir une vision, à être curiosité. J'ai énormément travaillé la compétence curiosité qu'on nous demandait de développer. Ils appelaient ça external mindset, avoir un mindset où on va aller, un état d'esprit, on va aller voir les autres. Et donc, je me suis dit, OK, tu as cette expertise sur les compétences humaines, et pourquoi est-ce que tu n'irais pas la développer chez les enfants? Et pourquoi je me suis dit chez les enfants? C'est parce que en 2018, on me demande de travailler sur l'impact de l'intelligence artificielle et de l'automatisation sur le type de métier dont on aura besoin à 2030. Ok. Donc, on est en plein dedans là. Moi, c'était 2018. Et j'apprends que toutes les ONG, OCDE, OMS, World Economic Forum, ONU recommandent de développer les soft skills des enfants dès le plus jeune âge. Parce que si on ne sait pas quels seront les métiers de demain, parce que 65% des écoliers feront des métiers qui n'existent pas encore, 85% des jobs de 2030 n'existent pas encore, on sait qu'on aura besoin de résoudre des problèmes, d'avoir de l'esprit critique, de savoir collaborer les autres, d'être adaptable, d'être résilient. Et donc, le directeur de l'OCDE a dit il faut absolument que les ministères de l'éducation des pays du monde transforment le modèle éducatif pour avoir non pas que un truc qui est uniquement centré sur l'académique, mais aussi sur l'humain. Et comme pourquoi est-ce que je l'ai monté en application, parce que j'avais tout le temps des idées d'application, mais aussi parce que j'étais chez Shell avec un mindset international et je me suis dit dès que je lance mon produit, je lance à l'international en anglais. Ça faisait partie de mes questions, tu vois, c'est très bien. Et donc Day One, Kids c'est sorti dans le monde entier. Et voilà un petit peu comment est venu tout ça et l'idée. Et comment t'as identifié du coup les soft skills à développer? Et deuxième question là-dedans, comment tu définis ces soft skills? Enfin, comment, ou en tout cas, comment tu choisis la définition de ces soft skills? Parce que finalement, ça, tu vois, ça peut changer d'un pays à l'autre. Comment, je sais rien, je te dis, l'empathie peut-être être comprise différemment selon les cultures. En fait, moi, ce que j'ai vraiment essayé, c'est de m'adosser à la recherche scientifique. Il y a énormément de recherches scientifiques sur les soft skills, et moi, je me base sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, parce que c'est eux qui travaillent le plus sur ces sujets-là, et aussi sur les économistes du savoir-être, parce qu'en fait, il y a un triple bénéfice à développer les soft skills. Le premier, c'est la réussite scolaire. Entre un enfant qui va développer ses soft skills et un enfant qui les développera pas, un enfant qui les développe, c'est comme s'il avait fait 5 mois d'école en plus par an. Par an. Wow. Ok. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un impact sur la carrière. Il y a 2 économistes qui ont eu le prix Nobel là-dessus en 2013. Ils ont suivi des enfants qui avaient suivi un programme d'une école qui est basée uniquement sur les soft skills. Donc, ils ont suivi ces enfants pendant 30 ans. C'était où ça? C'était en Angleterre. Ça s'appelle le Paris Schools Soft Skills Programme. C'est Ekman & Co, les économistes. Et en fait, ces enfants-là ont des meilleurs niveaux d'emploi, mais ils sont aussi payés 30% de plus que ceux qui n'ont pas développé leurs soft skills. Et le dernier point, et c'est pour ça que l'OMS s'empare de ce sujet, c'est qu'en fait, les soft skills agissent sur la santé mentale et le bien-être. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et ce qu'on sait, c'est que quand on développe ces soft skills, en fait, on est moins sujet à avoir des états dépressifs, à prendre des anxiolytiques à l'âge adulte. Voilà, on navigue beaucoup mieux dans sa vie. Alors, c'est pas lié à l'interculturel, mais du coup, il y a des différences marquées entre les garçons et les filles. Oui. Par exemple, ça dépend de quel soft skill. Le plus marqué, c'est la confiance en soi, puisque dès 7 ans, une petite fille pense qu'elle est moins intelligente qu'un petit garçon. Donc il y a des différences sur le niveau en fait de soft skill fille-garçon. Et puis après, pour revenir à ta question de départ sur l'interculturel, en fait, la définition du soft skill, elle va toujours être la même.
C'est juste qu'en fait, le niveau va être différent. Et par exemple, je sais très bien qu'un enfant américain a beaucoup plus confiance en lui qu'un enfant français. Donc après, la démarche pour aller développer la compétence, ça va toujours être la même. En fait, ce que tu vas faire, c'est au niveau de l'application, de l'activité que tu vas mettre en place en quotidien pour développer cette compétence, tu vas pas partir du même départ. D'accord. Voilà. Et en fait, si tu vas aller développer la confiance en soi d'un Américain, à un moment, il va exceller parce qu'il est parti déjà avec un niveau de base. Il a fait, je sais pas combien de présentations dès la maternelle pour expliquer ma vie, mon œuvre. Il sait parler en public avec confiance. Alors qu'un enfant français va regarder ses pieds en récitant sa poésie. Et il n'a pas eu ça, il va pas avoir confiance en lui. On est classé 62e sur 65 des pays de l'OCDE sur la confiance en soi des élèves en leur capacité à réussir. Donc on a un énorme handicap de départ. Donc en fait l'idée ça va pas être que l'enfant il soit hyper à l'aise pour parler devant tout le monde, etc. L'idée, ça va déjà être qu'il ait confiance en sa capacité à réussir et à le faire. Donc, en fait, on n'est pas sur le même degré, en fait. Et du coup, ces soft skills, tu les développes ou tu les enseignes chez l'enfant comme chez l'adulte ou c'est différent? C'est exactement la même chose. En fait, ce qui va changer, c'est la mise en situation. Parce qu'en fait, les soft skills se cultivent au quotidien dans ta vie. Il suffit juste de conscientiser ce que tu as envie de développer et de te dire, bah voilà, moi, ce que je dis souvent, je me mets à peu près 2 soft skills par an, j'essaye de développer. Et il y en a où j'essaye d'exceller. Donc, je te prends un exemple que tu connais. Mais j'avais fait la formation des speakers il y a 3 ans. Donc, c'est pour parler en public, être conférencière, etc. Quand je parle de ça, il y a plein de gens qui me disent, mais pourquoi tu fais une formation pour parler en public? Tu sais parler en public? Oui, effectivement, j'ai parlé en public dès la fac, dans des amphis. Mais en fait, j'ai encore des choses dans lesquelles je dois m'améliorer. La manière dont je vais poser ma voix, ma respiration, le storytelling. Et donc, même si pour des personnes, en fait, je sais déjà de parler en public, j'aurais pas besoin de faire plus. En fait, moi, j'essaie d'arriver au niveau supérieur. Et la même année où je faisais parler en public, j'ai fait apprendre à apprendre. J'étais en train d'écrire mon livre. J'avais une quantité astronomique de recherches scientifiques à lire. Et du coup, j'ai fait une formation en lecture rapide, prise de notes et comment t'encodes des connaissances dans ton cerveau. Génial. Et là, en fait, je me suis aperçue que je partais de beaucoup plus loin. quoi, parce que comme je l'explique dans mon livre sur le chapitre apprendre à apprendre, parce que dans mon livre, je parle des 15 compétences qui sont pour moi indispensables à développer chez les enfants au XXIe siècle. Ton livre qui s'appelle Préparez aujourd'hui vos enfants au monde de demain. Moi, en fait, à l'école, je pense que c'est pour la plupart des gens, on vous dit révisez, prenez. Mais on dit pas comment. Mais on te dit jamais comment. Donc en fait, j'ai passé ma vie à faire des fiches, à recopier des cours, à surligner, etc. À mettre la fiche sous l'oreiller pour me dire ça va peut-être en faire pendant la nuit, je vais m'en rappeler. Surprise, non. et non. Et en fait, il y a des techniques. Et ce qu'on sait, c'est que ce qu'on nous dit de faire à l'école, relire, etc., c'est la technique la moins efficace pour apprendre. C'est la moins efficace d'après les études qui ont été faites. Et donc là, je suis partie de très très loin et je me suis fait cette formation. Et donc, mais c'est quelque chose qui aurait pu être fait aussi pour les enfants. Et c'est juste que ce que tu vas prendre en tant qu'exemple pour t'aider à développer cette compétence, ça va pas être du tout la même chose, mais les mécaniques sont les mêmes. D'accord. Voilà. Génial, trop bien. Bah évidemment, une des raisons pour lesquelles je t'ai invitée sur le podcast, c'est aussi pour parler des soft skills en lien avec l'interculturel. Donc moi, dans mes conférences, je parle en fait, je sors des données culturelles. On a tendance à parler de l'interculturel en entreprise beaucoup comme voilà comment fonctionne telle culture, voilà comment fonctionne telle culture. Ça me rend dingue parce que pour moi, ce qui compte, c'est vraiment ta posture. Donc comment tu vas interagir avec des gens qui sont différents.
Et j'aborde la question avec 3 clés principales que sont la vulnérabilité, donc la capacité à accepter, exprimer, comprendre que on comprend pas tout, on sait pas tout, on maîtrise pas tout. La curiosité, on en revient à la curiosité. Ouais. Donc la capacité à poser des questions, mais aussi se poser des questions, comme tu disais, sur comment moi je fonctionne, et aussi savoir poser des questions en écoutant pour comprendre et pas pour répondre. Ouais. Ma nièce de 9 ans, elle a très très bien compris. Pas de problème, il faut écouter pour comprendre. Et la décentration. Donc le fait de comprendre qu'on a un centre de lecture d'une situation et que ce centre de lecture n'est pas universel et que on peut être en désaccord sans qu'il y en ait un qui a raison et un qui a tort. Mais bien sûr. Et du coup, je suis curieuse d'avoir ton regard sur ça. Si tu vois toi aussi des compétences et des soft skills complémentaires par rapport à ça, comment tu vois ça sous l'angle interculturel? En fait, pour moi, au niveau interculturel, c'est des degrés. En fait, on va toujours, enfin, moi, je m'interroge toujours, mais après, je le fais aussi de plus en plus sur le mode de fonctionnement des gens, et je trouve que d'ailleurs, au-delà de l'interculturel, aujourd'hui, le truc que je trouvais extrêmement passionnant, c'est les neurosciences. Ouais. Parce que ça aide aussi à décrypter un certain nombre de personnes, de comportements, de manières de fonctionner. Et moi, je vais toujours essayer de chercher, en fait, où est mon curseur et où va être le curseur de l'autre. Et je vais te donner un exemple. Quand j'étais DRH, là, des centres de services partagés, j'avais dans ma boîte, je devais gérer tout ce qui était harcèlement et je sais plus comment on appelait ça, mais toute demande des salariés. On avait ce qu'on appelle People Help Line, donc tu pouvais appeler dès que tu voyais quelque chose, un comportement qui n'allait pas. Et en fait, en gérant ça, je me suis aperçue que la définition de ce qu'était un harcèlement n'était absolument pas la même d'un pays à un autre. Et que des choses qui auraient pu être acceptables chez nous ne sont pas acceptables chez d'autres. Et c'est là où, en fait, il faut que tu arrives à avoir le curseur et à avoir du discernement. Et par rapport, toi, tes 3 points, c'est Vulnérabilité, ouais. Curiosité, décentration. Oui, vulnérabilité. Il faut accepter de se dire qu'on est vulnérable par rapport à notre connaissance des uns et des autres. Et ça demande une remise en question importante, ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire aujourd'hui. Enfin, moi, je le vois. Donc, j'écris sur LinkedIn 6 jours sur 7. Quand je vois les commentaires de certaines personnes, les personnes n'arrivent qu'avec leur casquette, ne veulent lire que ce qu'elles ont envie de lire, ne veulent croire que ce qu'elles ont envie de croire, et à aucun moment se disent « Ah, attends, elle connaît bien ce sujet, elle dit ça, peut-être que je devrais m'y intéresser, réfléchir, essayer pas de forcément comprendre. » être d'accord avec elle, juste déjà écouter, voilà. découvrir cette approche. Je te donne un exemple. J'ai fait un post la semaine dernière sur le Conseil économique, social et environnemental qui vient de terminer leurs travaux sur les temps de l'enfant. Il y a 20 jeunes qui ont été interviewés, de 13 à 20 ans. Ces 20 jeunes disent nos journées sont trop remplies, on n'a plus le temps d'être des enfants, on est stressé, on est anxieux. Moi, je fais un post pour mettre en avant la parole de ces jeunes. Qu'est-ce qu'on me répond? Vous n'avez rien compris, ils n'ont rien compris, vos chiffres sont faux, alors que, enfin, c'est des chiffres sourcés, etc.
Et en fait, je me dis, mais ces adultes se rendent pas compte qu'ils en remettent une deuxième couche parce que là, ce qu'on leur demande, c'est même pas d'adhérer forcément aux enfants, c'est juste de les écouter, de les entendre. Mais non, en fait, ces gens sont incapables de se mettre à la place de l'autre, de se dire, mais qu'est-ce que l'autre il a vécu? Pourquoi est-ce qu'il arrive de là? Quel est son ressenti? Et ça, pour moi, on est en train un peu d'en mourir, quoi. Parce que aujourd'hui, l'interculturel, est exactement la même chose que l'inclusion. Et en fait, on ne peut pas se dire aujourd'hui que l'interculturel, ce n'est que quand j'ai décidé de prendre l'avion et d'aller en vacances. Aujourd'hui, l'interculturel, il est partout. Parce qu'on est dans un monde global, parce qu'il y a de l'immigration, parce que on a eu des politiques qui font que on a décidé qu'on avait besoin de telle ou telle main-d'œuvre pour faire grandir un pays. Et aujourd'hui, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Puis parce que les cultures, c'est pas juste les cultures nationales en plus. Oui, c'est On ça. a des cultures régionales, on a des cultures familiales, des cultures générationnelles. Et en ce moment, on en parle énormément justement. Et que effectivement, toutes ces différences-là, au-delà même des cultures des autres pays, on a des différences. Et je pense que il faut absolument avoir cette ouverture d'esprit dont tu parles dans ton troisième point, c'est La ça? décentration. Décentration. Tu vois, par exemple, tout bête, hein, mais là, la semaine dernière, j'ai acheté le livre de Zuckman. Franchement, j'adhère pas à la théorie de l'économiste, etc. En fait, je me dis, je peux pas continuer à discuter avec des gens, à leur dire moi je suis contre, c'est pas ma tasse de thé, etc. Si en fait j'ai pas lu la pensée de la personne, quoi. Et donc, à l'heure des réseaux sociaux où on est enfermé dans nos bulles cognitives, il faut faire des efforts pour essayer d'aller comprendre les autres et essayer d'aller faire des pas de côté là où on n'est pas, enfin on ne s'attend pas à être, et en fait à se décentrer pour arrêter d'être tout le temps dans son petit confort quotidien avec que des gens qui pensent comme nous, qui sont comme nous, qui ont eu la même vie que nous. Enfin c'est pas comme ça qu'on va arriver à vivre ensemble, et moi, pour moi, le vivre ensemble est extrêmement important. Et moi, je veux continuer à débattre sans me battre, à être d'accord sur le fait que je suis pas d'accord avec des personnes. Au moins, on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, et pouvoir en fait avoir ces discussions et ces échanges. Et alors, tu as des conseils pour les personnes qui auraient envie de développer ces compétences-là, ces soft skills? Alors, ça dépend. Je peux donner l'exemple que je donne souvent en conférence ultra pratique sur comment développer une soft skill. Donc, par exemple, là, je vais vous expliquer comment moi j'ai développé chez Shell ce qu'on appelle l'external mindset, donc la curiosité, etc. Quand je suis arrivée sur le poste de centre de services partagés, en fait, c'est une industrie à part. C'est pas l'industrie de l'énergie. Il y avait des codes différents. Et je me suis dit, il va falloir que j'apprenne tout sur cette industrie. Donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que je me suis inscrite à des newsletters que j'ai trouvé. Donc ça, tu fais partie de ces personnes qui lisent les newsletters comme ça. Donc, je me suis inscrite à 2 newsletters. Donc, les 3 premiers mois, j'ai commencé à lire les 2 newsletters sur cette industrie. Donc, c'était totalement nouveau pour moi. Puis, le step d'après, je me suis dit, bon, il faut que je rencontre des gens qui font ça. Et donc, je me suis inscrite à une conférence sur le sujet. Donc, j'ai rencontré d'autres personnes. Ensuite, step d'après, à chaque fois qu'on avait un déplacement à l'international, j'organisais avec mes collègues une visite d'une autre entreprise qui faisait la même chose. Okay. Donc, j'ai fait le centre de services partagés de Henken à Cracovie. J'ai fait le centre de services partagés Schlumberger à Kuala Lumpur. J'ai fait le centre de services partagés de je ne sais plus quelle grosse industrie pharmaceutique à Bangalore. Et donc, j'ai été voir d'autres personnes qui faisaient vraisemblablement le même métier que moi, mais dans une autre industrie, pour savoir comment ils travaillaient et quelles étaient leurs meilleures pratiques. Génial.
Ce qui fait qu'à chaque fois, je rencontrais de nouvelles personnes. Oui, enfin, on a été chez Maersk à Capton, donc là, les containers. J'ai fait Philippe Morris. Enfin voilà, j'ai fait plein d'industries différentes qui nous ont un peu ouvert de nouvelles perspectives. Et puis après, le truc ultime de ta curiosité, c'est d'aller transmettre cette curiosité. Donc en fait, après, ce que je faisais, c'est que je faisais des white papers où je disais tout ce que j'avais appris. Et j'avais ma newsletter en interne chez Shell que j'envoyais à tous les RH qui voulaient s'inscrire, où je leur expliquais quelles étaient les choses que j'avais apprises de cette personne. Donc on passe de je m'abonne à des newsletters à, avec tout un tas de petits trucs, je crée ma propre newsletter pour aller transmettre ce que j'ai appris en termes de curiosité. Et ça, en fait, je vous le raconte hyper rapidement, mais ça s'est fait sur 2 ans. Ouais. Voilà. Et donc, à chaque fois, en fait, c'est se dire, petit pas, où est-ce que je veux aller? Je décortique chaque chose et je me donne des objectifs réalisables que je vais aller faire. Et c'est exactement la semaine dernière, je donnais une conférence devant une centaine de parents sur pourquoi développer les soft skills de nos enfants pour réussir. Et j'ai une maman qui m'a posé la question, mais comment est-ce que je fais pour que mon fils ait énormément confiance en lui? Et en fait, moi, ce que je lui ai dit, c'est que, parce qu'elle me dit, il a pas confiance en lui. En fait, déjà, pour avoir confiance en soi, il faut avoir une bonne estime de soi. Pour avoir une bonne estime de soi, il faut connaître ses capacités. Et donc, il faut aller chercher le super pouvoir, le truc où on est super bon. Donc, soit si c'est de l'extrascolaire, je dis si vos enfants, ils connaissent tout sur les Pokémon, ils connaissent tout sur les Pokémon. Je veux dire, il y en a je sais pas combien, ils les connaissent par cœur. Bonne faculté de mémorisation, connaissance des stratégies, des tactiques, etc. Faut arrêter en fait d'être en mode oui c'est un sous-truc parce que c'est pas l'école, etc. Donc on va essayer de trouver le truc où on est super bon. Et si on est sur un truc où on n'est pas dans sa zone de confort, on va baisser d'un niveau. Moi je vois, j'ai un de mes fils, il a un trouble neurovisuel, donc il est en CE1, il a des difficultés en lecture. Et ben en fait là je lui fais pas lire des livres de CE1, hein, je lui fais lire des livres de CP. Faut qu'en fait il soit hyper à l'aise. Ouais. Et ensuite en fait on arrive et on fait par exemple si votre enfant aime bien dessiner, bah vous allez faire pendant 1 mois on fait que du coloriage, donc là machin. Le mois d'après on fait des dessins mais on fait que les tours, et puis le mois après on décide de s'attaquer aux ombres. Mais en fait on n'est pas en mode je veux faire le dessin waouh day one quoi. Et ça en fait il faut apprendre. Et ça, on l'apprend dans notre programme Persévérance, à décortiquer les choses. Parce qu'en fait, on est tout le temps en train de regarder le résultat final, sans regarder le chemin. Et moi, je dis, il faut absolument valoriser le chemin et les échecs, parce que c'est comme ça qu'en fait, on développe ses compétences humaines. C'est en ayant des échecs, en se prenant des tôles, en réessayant, en ajustant. Et c'est là qu'en fait, on va réussir à trouver les choses. Et ensuite, on va bien se connaître, et en se connaissant, on va réussir entre guillemets à briller. Et tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu parlais des anniversaires. Moi, les gens me disent toujours, ouah, t'organises des anniversaires, waouh, machin. Mais en fait, je mise tout sur la déco. Je suis hyper bonne sur la déco. Je fais des super ballons, etc. Le reste, le gâteau, je l'ai commandé, hein, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai fait le repas basique de chez Basique. Mais en fait, les gens, ils vont se rappeler qu'ils ont eu une super table waouh, et le repas, il va être bof, mais ils vont se rappeler de ça. Et donc, en fait, il faut arriver à trouver le truc où t'excelles, et les gens, ils se disent, oh là là, mais elle est géniale cette personne. Mais en fait, ils voient pas sur les 100 trucs, toi tu montres le truc, et ils voient pas les 99 trucs où t'es juste bof, nul, etc. quoi. Donc juste, faut trouver les super pouvoirs. Et ce que je disais la semaine dernière, les parents qui me disent mes enfants ils sont nuls en sport. Aucun enfant n'est nul en sport, c'est juste qu'il a pas trouvé son sport. Moi, j'ai grandi
on en reparlait avec ma mère hier, avec mes parents qui me disaient que j'avais un problème d'habilité motrice. Non, mais Dans ma tête, j'étais pas capable de faire du sport. Aujourd'hui, je suis marathonienne et ceinture noire de karaté. mais voilà. Mais en fait, je leur disais, vos enfants, ils sont nuls en sport, mais ils ont pas essayé les fléchettes, la pétanque. Et en fait, c'est parce que non, ils sont juste nuls en foot, en danse, parce qu'en fait, on reste toujours sur En fait, ils sont super forts en Quidditch. voilà, sur les mêmes sports. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps tester pour trouver le truc où on est super fort. Trop bien, ben j'espère que bientôt plein de gens seront super forts en interculturel. Si les auditeurs et les auditrices ont envie de découvrir Soft Kids, ils font comment? Ils vont sur www.softkids.net. Je mettrai les liens. Voilà. Donc là, ils trouveront l'application, mes formations en ligne. Je fais des formations d'accompagnement à la parentalité du 21e siècle. Mon podcast, Génération Parents, qui décrypte l'éducation du 21e siècle tous les mercredis. Donc on parle évidemment des écrans, des réseaux sociaux, des jeux vidéo, des émotions, de l'orientation scolaire, voilà, tous les sujets. On a parlé d'interculturel ensemble. Voilà. On a invité aussi sur ton podcast. Et voilà. Et puis sinon, moi, je suis très active sur LinkedIn. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, au Ouais. départ. Puis les chapeaux ont attiré mon attention en plus évidemment du contenu, des messages et du fond. Super. Est-ce qu'il y a un autre message que tu veux faire passer avant qu'on passe aux petites questions bonus de la fin? Non, je pense que C'est bon. tout dessus. Question bonus. Est-ce qu'il y a un plat d'un pays que tu aimes particulièrement? Elle est dure celle-là parce qu'il y en a tellement. En fait, à chaque fois que je vais dans un pays, il y a un truc que j'adore. Qu'est-ce que je pourrais dire que allez, vraiment le truc que je kiffe, c'est les tapas en Espagne. Ouais. Un peu de tout. Du coup, ça permet de choisir sans choisir, là, du coup. Ouais, il y a un peu de tout, ouais. Je te rejoins là-dessus. J'adore les tapas et c'est un peu mon truc à la maison. C'est faire des tapas, combiner les ingrédients, machin et tout. Mais il y a un restaurant de tapas à Barcelone, mais... Ah, mais j'y vais. Donne-moi l'adresse. Je vais te donner l'adresse, mais je vous mettrai l'adresse. Super. Est-ce qu'il y a une musique traditionnelle, alors soit un morceau de musique, soit un style de musique que tu aimes particulièrement, la musique du monde? J'ai le droit de dire les musiques bretonnes, mais carrément, etc. Mais bien sûr. C'est un gros délire avec mes cousins d'aller en fest-noz pour écouter la musique traditionnelle et danser. Non, en plus, c'est hyper inclusif pour le coup. Moi, j'y étais encore cet été. On était avec les petits de ma sœur, parce que j'habite dans les Pyrénées, mais bon, la Bretagne, c'est quelque chose dans la famille. Et ouais, tu vois qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a vraiment de tout. Et tout le monde danse ensemble. Ouais. Je te rejoins sur les fest-noz carrément. Est-ce qu'il y a un rituel d'un pays que tu aimes particulièrement? Un qui m'a marqué, c'est alors je sais pas si c'est vraiment un rituel, mais moi en Inde, on m'a fait faire un sari sur mesure et mettre le sari et tout. C'était assez je m'en rappelle bien. La culture des vêtements en Inde, c'est incroyable. Alors moi, du coup, j'étais à un mariage en Inde il y a un mois. J'ai passé le mariage à croiser les gens et dire waouh, juste waouh. Non, mais moi déjà d'avoir mon sari fait sur mesure par l'équipe, parce qu'on avait un énorme dîner de gala auquel je pense que j'allais mourir. Tellement les épices. Enfin voilà. T'avais un mouchoir à sortir à ton sari pour. C'était horrible, horrible. Un des meilleurs cuisiniers d'Inde en plus, avec la table gigantesque là qui est énorme et avec 25 plats. Et moi, au 3e, j'étais déjà en train de pleurer, le nez qui coule. J'ai été chercher des yaourts et du miel. Mais j'étais super bien habillée. Et dernière question qui est souvent pas la plus simple, mais est-ce qu'il y a un pays qui te touche plus qu'un autre? Je vois la carte du monde défiler dans tes yeux là. Ah ouais, mais grave. Parce qu'en fait, il y a tellement de pays où je me dis j'aimerais tellement emmener mes enfants. Des choses que j'ai faites. Moi, je pense que j'ai une énorme affection avec les États-Unis et tout ce qui se passe aujourd'hui te chamboule. Me chamboule quoi. Parce qu'en fait, je trouve que c'est un pays qui a une diversité. Enfin, j'ai eu la chance de traverser les États-Unis et d'aller dans beaucoup d'États et en fait, à la fois cette beauté de la nature qui est assez hallucinante où tout est grand. Enfin, quand tu traverses les grands parcs, ou même des fois tu vas faire de la bagnole, tu vas croiser personne pendant 1 heure et demie.
c'est assez dingue. Et c'est vrai que je pense que c'est un pays, mais je pense qu'on est beaucoup de Français comme ça, où on a de l'affection parce qu'en plus on a grandi avec les séries Bah oui. américaines, etc. Et donc de voir ça, c'est un peu compliqué parce que moi, par exemple, en ce moment, je veux pas y aller, quoi. Euh, mais euh, mais après, il y a tellement, enfin, je dis il y a les États-Unis, mais après, d'une manière générale, moi, je n'ai jamais été aussi bien que quand j'étais en Asie. D'accord. Je trouve que il y a parce que j'adore les États-Unis, mais aux États-Unis, on est quand même sur le qui-vive. À quel niveau? Bah parce que en fait on se dit ok, il y a un shérif qui va débarquer, tu fais quand même attention. Et en fait moi j'ai toujours trouvé en Asie que j'étais extrêmement bien accueillie, que les gens étaient d'une gentillesse remarquable. Et je parle que ce soit les Philippines, que ce soit en Inde, que ce soit en Malaisie, enfin même j'ai fait le Vietnam, la Thaïlande, enfin je trouve qu'on est quand même bien là-bas, et que voilà, ils sont, même si je pense que la vie est plus dure pour eux au quotidien, ils te le font pas ressentir, quoi. Ouais, absolument. C'est vrai. Et ça, C'est c'est, pour un Français qui a l'habitude de se plaindre. et Ça se voilà. Et puis après, c'est vrai que, soit au Vietnam, Moi, j'ai été malade en Thaïlande et Ah. du coup, j'arrive plus à Ah. manger thaï. Ah. Par contre, la nourriture indienne, j'aime beaucoup. Ouais. Mais bon, un petit déjeuner sucré, c'est bien aussi de temps en temps. Mais oui, il y a tellement de choses à découvrir. T'as demandé à tes enfants une fois Ouais. s'ils pouvaient aller dans n'importe quel pays? Ah, mais on a déjà planifié parce que en fait, je leur ai dit qu'à leurs 18 ans, je ferai un voyage avec chacun. Donc, j'en ai un. Mon aîné, il veut aller au Japon. Mhm. Mon deuxième, c'est mes jumeaux, mais le deuxième qui est sorti en premier, il est passionné par les volcans et il veut aller à Hawaï. Et le troisième, l'Italie. L'Italie. Juste pour manger des pâtes et des Mais c'est ce pizzas. que j'allais dire, l'Italie, rien que pour la nourriture, franchement, ça vaut le coup. Génial, ok, donc t'as déjà tes voyages de prévus. Moi, j'essaie avec mon neveu et ma nièce. Et ma nièce, je lui ai demandé dernièrement, je lui ai dit, tu voudrais aller où? Si tu peux aller dans n'importe quel pays du monde. Elle m'a dit l'Australie d'abord, mais on a habité, nous, en Australie quand on était jeunes et ma sœur lui raconte beaucoup d'histoires de quand on était jeunes, etc. Donc, elle a beaucoup entendu parler de l'Australie. Et après, elle me regarde, elle fait, et la Tunisie? Et je dis, bah, quand tu seras grande, on ira en Tunisie toutes les deux. Et elle m'a fait le pinky swear, tu sais, elle m'a tendu le petit doigt pour. Mais après, il y a des trucs, en fait, quand tu les as vus de tes yeux, enfin, je pense qu'il y a par exemple, il y a un voyage que j'aimerais bien faire avec les trois, c'est la Tanzanie. En fait, quand tu vois les animaux, enfin, t'as l'impression d'être dans le roi lion, et enfin, tu te sens tellement petit, quoi. Tu vois, moi, je me rappelle, j'ai un éléphant qui est passé à ça de moi. C'est pas comme si t'allais au zoo, quoi. Enfin, ça a rien à voir. Voilà, c'est le règne animal dans toute sa splendeur. Tu t'entends presque les battements des cœurs des animaux, et ça, c'est un truc que t'as envie de partager avec tes enfants. Mais c'était l'Amazonie. Alors, c'est pas les animaux tant que ça, mais l'Amazonie à ce côté-là où effectivement, tu te sens à la fois tout petit et en même temps connecté à tout. Tu te dis, waouh, en fait, j'ai l'impression de revenir presque dans le berceau, tu sais, enfin, c'est assez particulier. Bon, on pourrait parler encore de voyages comme ça pendant des heures, mais merci beaucoup d'avoir accepté à mon micro. Je suis ravie et j'ai hâte de partager ça. Merci. À mes auditeurs et auditrices. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.